Ce n'est pas Cuba qui est menacé, c'est l'équilibre du commerce mondial. Voilà le choc initial. Un décret présenté comme une mesure de sécurité nationale fonctionne en réalité comme une arme économique globale. Et cette arme ne vise pas seulement un régime étranger, elle vise les pays, les entreprises et les chaînes d'approvisionnement qui structurent votre quotidien. La règle est brutale. Tout pays qui fournit du pétrole à Cuba, même indirectement, s'expose à des droits de douane américains, pas après des négociations, pas après un vote, par une seule signature. À cet instant, le jeu change. Les États-Unis ne punissent plus un adversaire isolé, ils forcent le reste du monde à choisir. Chaque cargaison devient un test, chaque transaction un risque calculé. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Le mot-clé n'est pas pétrole, c'est indirectement. Cela englobe les transporteurs, les assureurs, les banques, les intermédiaires invisibles qui font tourner le système. À partir de là, une question devient impossible à éviter. Quand l'accès au marché américain devient conditionnel, qui peut encore se permettre de rester neutre? L'événement central est présenté comme une simple mesure commerciale. Mais ce serait une erreur de le voir ainsi. Le décret autorise les États-Unis à imposer des droits de douane à tout pays qui fournit du pétrole à Cuba, directement ou indirectement. Cette information, à elle seule, ne dit pas tout. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel elle apparaît. Ce n'est pas une décision isolée. Elle s'inscrit dans une séquence. Déclaration d'urgence nationale, usage répété des droits de douane comme outil géopolitique, fusion assumée entre commerce et sécurité. Le schéma est déjà là. Mais regardez comment l'événement est volontairement présenté. Il ne parle pas d'embargo total. Il ne parle pas de sanctions classiques. Il parle de représailles. Cela change la logique. Fournir du pétrole à Cuba n'est plus vu comme un acte économique neutre. C'est requalifié comme une action hostile. Et maintenant, posez-vous cette question. Si vendre de l'énergie devient un acte politique, combien de pays peuvent encore prétendre séparer commerce et alignement stratégique? C'est ici que l'affaire dépasse Cuba, parce que ce mécanisme n'est pas conçu pour un seul pays. Il est conçu pour être reproductible. Et c'est précisément ce point que la plupart des analyses évitent. Voici le point central que ce décret révèle, et il est plus large qu'il n'y paraît. Le président a déclaré que les politiques du gouvernement cubain constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour les États-Unis. Cette formule n'est pas rhétorique. Elle déclenche juridiquement l'usage de pouvoirs d'urgence permettant de contourner les circuits commerciaux normaux. Concrètement, cela autorise l'exécutif à imposer des mesures économiques sans passer par le Congrès. Cette déclaration intervient alors que la Cour suprême examine précisément l'usage des pouvoirs d'urgence pour justifier des droits de douane liés à la sécurité nationale. Le timing n'est pas anodin. En invoquant la sécurité, l'exécutif renforce sa position face aux juges qui ont historiquement accordé une large marge de manœuvre au président sur ces questions. Maintenant, observez ce qui n'est pas écrit noir sur blanc. Ce décret ne sert pas uniquement à cibler Cuba. Il sert à tester et à consolider une architecture de pouvoir exécutif où le commerce devient un levier immédiat, modulable et réversible à volonté. Les droits de douane cessent d'être une politique économique stable. Ils deviennent un bouton de pression. Un détail confirme cette logique. Le président a indiqué qu'il signerait des lois similaires proposées par le Sénat uniquement s'il conserve le contrôle final sur leur application. À ce stade, une réalité s'impose. Quand l'état d'urgence devient permanent, le commerce cesse d'être un espace de règles. Il devient un espace de décision. Et c'est là que l'escalade commence réellement. La pression ne reste jamais théorique très longtemps, elle cherche toujours un point d'appui concret. Ici, ce point d'appui, c'est la géographie. À 90 miles des côtes américaines, Cuba n'est pas traité comme un État ordinaire, mais comme une plateforme avancée. L'administration affirme que l'île accueille la plus grande installation de renseignement russe hors de Russie, dédiée à l'interception de données américaines. Cette information change la lecture entière du décret. À partir de là, l'énergie n'est plus une marchandise, c'est du carburant stratégique. Fournir du pétrole à Cuba, dans ce cadre, revient à soutenir le fonctionnement d'infrastructures perçues comme hostiles, centrales électriques, réseaux de communication, capacités de surveillance.
Et maintenant, regardez le glissement. On ne parle plus d'empêcher une action précise. On parle de rendre une présence étrangère intenable. Si l'île manque d'énergie, elle devient coûteuse à maintenir pour ses partenaires. Inférence. Le commerce est utilisé pour transformer un avantage géographique en fardeau stratégique. Ce type de logique n'est pas nouveau. Les grandes puissances ont toujours cherché à priver leurs rivaux de points d'appui avancés. Ce qui est nouveau, c'est la normalisation de cette méthode par des droits de douane. Une mesure qui aurait autrefois été considérée comme extrême devient un outil administratif. Et c'est précisément cette normalisation qui prépare l'étape suivante. La pièce la plus lourde arrive maintenant parce qu'elle révèle une contradiction impossible à ignorer. Le président a explicitement lié l'effondrement énergétique de Cuba à la disparition du soutien vénézuélien. Il a affirmé que l'île tirait l'essentiel de ses ressources du pétrole vénézuélien et que ce flux n'existe plus. Cette rupture n'est pas accidentelle. Elle intervient après des opérations américaines visant directement le pouvoir à Caracas. Ce point est crucial. Cuba ne perd pas son énergie par hasard. Elle perd son principal fournisseur au moment précis où les États-Unis annoncent qu'aucun remplaçant ne sera toléré. Puis vient la deuxième couche. Le décret ne cherche pas à négocier une réforme ni à imposer une condition limitée. Il menace tous les pays qui tenteraient de combler ce vide énergétique par des coûts commerciaux immédiats avec les États-Unis. Maintenant, observez la contradiction. Officiellement, la mesure est présentée comme défensive, mais dans sa structure réelle, elle empêche toute stabilisation. Inférence, le système n'est pas conçu pour corriger un comportement, il est conçu pour empêcher toute sortie de crise. C'est ici que la perception change. Ce n'est plus une pression graduée, c'est une logique de siège. Le fournisseur principal est neutralisé. Les fournisseurs alternatifs sont dissuadés. L'isolement devient total. À ce stade, la question n'est plus de savoir si Cuba peut s'adapter. La question est de savoir combien de temps un système privé d'énergie peut continuer à fonctionner. Et c'est là que les événements commencent à s'empiler. À partir de ce moment, tout s'accélère et la pression ne vient plus d'un seul endroit. D'abord, le décret élargit la justification au-delà de la géopolitique classique. Cuba est accusé de fournir un refuge à des groupes transnationaux considérés comme terroristes et de coopérer avec des États décrits comme hostiles. Cette requalification change la nature du conflit. On ne parle plus seulement de rivalité stratégique, on parle de menace globale. Ensuite, cette désignation entraîne déjà des restrictions de voyage fondées sur le refus de coopérer avec les autorités américaines. Les droits de douane ne sont donc pas un point de départ. Ils sont une escalade, une couche supplémentaire. Puis vient le troisième élément, plus silencieux, mais tout aussi décisif. Inférence. En liant énergie, terrorisme et sécurité nationale, l'administration crée un risque réputationnel massif. Assureurs, transporteurs, banques n'ont même pas besoin d'attendre des sanctions formelles. Le simple soupçon suffit à faire monter les coûts ou à provoquer un retrait pur et simple. Tout se resserre en même temps. Énergie, commerce, mobilité, financement. Ce n'est plus une crise isolée, c'est un empilement de contraintes, chacune amplifiant la suivante. Et à ce rythme, une question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette dynamique ne ralentit pas? À ce stade, la géopolitique cesse d'être abstraite. Elle commence à toucher la vie réelle. Quand l'énergie devient instable, ce ne sont pas des concepts qui s'effondrent. Ce sont des réseaux électriques, des transports, des hôpitaux, des chaînes alimentaires. Les pénuries ne se manifestent pas d'un coup. Elles s'installent par à-coups. Coupures, retards, restrictions, puis normalisation. Et c'est là que l'impact devient invisible mais profond. Quand un pays manque de carburant, ce ne sont pas seulement les élites qui s'adaptent, ce sont les familles, les travailleurs, les personnes âgées. Aller travailler devient plus difficile, se déplacer coûte plus cher, l'électricité cesse d'être acquise. Mais regardez l'autre côté de l'équation. Cette pression ne reste pas confinée à une île. Elle se traduit en mouvement humain. Quand un système économique se contracte trop vite, les gens cherchent une sortie.
toujours par la mer, par les frontières, par la famille déjà installée ailleurs. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une réaction humaine prévisible. Et si cette dynamique vous semble familière, ce n'est pas un hasard. Si cela vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu ou vécu, dites-le en commentaire, parce que ce qui se passe ici prépare quelque chose de plus large encore. À ce point précis, il faut sortir de la réaction immédiate et regarder le mécanisme. Ce type de stratégie ne fonctionne pas par force brute, il fonctionne par incitation. Le cœur du système, ce n'est pas la punition, c'est l'incertitude. Les règles ne sont pas entièrement écrites volontairement. Les seuils ne sont pas publics, les délais sont flous et cette ambiguïté est le levier principal. Quand les acteurs économiques ne savent pas exactement où se situe la ligne rouge, ils se replient avant même de l'atteindre. Ils surcorrigent, ils se retirent. Inférence, le pouvoir ne s'exerce plus seulement par l'application d'une sanction, mais par la peur de son application. C'est là que la structure devient plus large que Cuba. Ce modèle récompense l'alignement total et pénalise la neutralité. Il transforme le commerce en signal politique permanent. Chaque contrat devient une déclaration implicite, chaque relation commerciale, un choix de camp. Et dans ce système, la vitesse compte plus que la loi. Les marchés réagissent plus vite que les parlements. Les compagnies ajustent leur comportement avant même que les gouvernements ne négocient. C'est pour cela que cette stratégie est difficile à contrer. Elle ne ferme pas une porte, elle rend toutes les autres instables. À partir de là, la trajectoire ne dépend plus d'un seul acteur. Elle dépend de la prochaine décision, du prochain calcul, du prochain renoncement. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. Dans la première, la pression fonctionne. Les fournisseurs se retirent. Les flux énergétiques se tarissent. Les partenaires hésitent, puis s'éloignent. Cuba devient de plus en plus coûteuse à soutenir, non pas militairement, mais économiquement. Inférence. Dans ce scénario, l'isolement accélère une reconfiguration politique interne, sous contrainte, dans l'urgence, sans garantie de contrôle. Dans la seconde trajectoire, le système s'adapte. Des circuits parallèles émergent, des accords plus opaques, des échanges indirects, plus chers, plus risqués, mais suffisants pour éviter l'effondrement immédiat. Cela ne résout rien, cela prolonge. Et cette prolongation maintient la tension. Ce qui compte ici, ce n'est pas laquelle de ces voies se réalisera. C'est le fait qu'elles sont déjà en mouvement. Les décisions ne se prennent plus dans les discours publics, mais dans les contrats annulés, les cargaisons redirigées, les assurances retirées. À ce stade, le futur proche ne dépend pas d'un sommet diplomatique. Il dépend de la prochaine décision silencieuse prise hors caméra. Et cette décision approche. Ce que cette décision révèle, au fond, n'est pas seulement une stratégie contre Cuba. Elle révèle une transformation plus large. Le commerce n'est plus un espace neutre. Il devient un système conditionnel, activé ou suspendu selon l'alignement politique. Une signature suffit à redéfinir ce qui est acceptable et pour qui. Dans cette histoire, Cuba n'est pas l'objectif final, c'est le terrain d'essai. Un test de portée. Un message adressé à tous ceux qui dépendent du marché américain, même indirectement. La question durable n'est donc pas de savoir si cette stratégie réussira à court terme. La vraie question est ce qu'elle normalise à long terme, parce qu'une fois que ce levier existe, il ne disparaît pas. Il attend la prochaine crise, le prochain adversaire, le prochain prétexte. Et c'est précisément là que cette histoire ne se termine pas. Elle s'élargit. Si vous voulez comprendre comment ce modèle pourrait être appliqué ailleurs, sur d'autres pays, dans d'autres secteurs, suivez la chaîne. La prochaine analyse est déjà en train de s'écrire.